Je suis ravi à mon tour d'être présent à cette rencontre professionnelle. Je remercie les organisatrices pour cette invitation. Je suis quant à moi Romain Blanchard et je suis le chef du pôle régional du Défenseur des droits. Et à ce titre, je représente la Défenseur des droits en Nouvelle-Aquitaine et je coordonne également l'activité des 42 délégués qui sont implantés dans la région. Alors, au cours de cette présentation et avant la table ronde qui va suivre, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est cette institution qui est encore aujourd'hui assez méconnue du grand public. Je vais vous dire sur quoi nous pouvons être saisis, comment éventuellement nous saisir. Et à travers cette présentation, je vais aussi essayer de vous expliquer l'action du défenseur des droits en faveur des personnes malades et ou en situation de handicap psychique. Alors, on l'a vu à travers la présentation d'Hélène, qui juste avant la mienne, qu'aujourd'hui, le droit affirme une égalité de traitement à l'égard des personnes malades et ou en situation de handicap et interdit toutes les formes de discrimination sur de multiples critères et dans différents domaines. Pour autant, force est de constater, à travers les saisines qui sont adressées aux défenseurs des droits, à travers l'action aussi des associations auprès des personnes concernées, que les personnes dont la santé est fragilisée de façon temporaire ou permanente, ainsi que les personnes en situation de handicap, font encore aujourd'hui massivement l'objet d'inégalités, voire de discrimination, et ce, dans différents champs de la vie quotidienne, que ce soit en matière d'éducation, lorsqu'on est enfant, que ce soit par la suite pour accéder à un emploi ou pour s'y maintenir lorsque survient un handicap, ou encore dans l'accès à tout un tas de biens et services, comme l'a évoqué Hélène un peu plus tôt. Et dans ce contexte de discrimination particulièrement importante, le défenseur des droits peut être d'un précieux appui pour les personnes en situation de handicap qui ont des difficultés à faire valoir leurs droits. Il faut savoir que la défense des personnes en situation de handicap occupe une place très très importante au sein de notre institution, puisque l'année dernière, en 2019, le critère du handicap était, pour la troisième année consécutive, et il le sera sans doute en 2020, donc le handicap était le premier motif de saisine de l'institution en matière de discrimination. Ça a représenté près de 23% de nos saisines. Et l'état de santé était, quant à lui, le troisième motif de saisine en matière de discrimination, soit 10% de nos saisines sur là-dessus. Autrement dit, cumuler les saisines relatives à l'état de santé et au handicap représentent un tiers des saisines qui sont adressées aux défenseurs des droits. Et depuis la création de l'institution en 2011, le défenseur des droits a publié plus de 300 décisions relatives au handicap. Alors, vous allez me dire, 300 décisions, ça paraît un bien maigre bilan au regard justement de l'ampleur des discriminations. Il faut savoir que la plupart des saisines qui sont adressées aux défenseurs des droits font l'objet d'une résolution par la voie de la médiation et donc aboutissent à des règlements amiables. Et donc, au final, très très peu de saisines se traduisent in fine par des décisions publiées du défenseur de droit. On aboutit bien souvent à des décisions lorsqu'on n'arrive pas à résoudre le différend par la voie de la médiation. Et autre chose aussi qui explique ces 300 décisions en matière de handicap ces dernières années, c'est que les saisines qui nous sont je dis souvent, en fait, elles ne représentent que la partie émergée
de l'iceberg. Il y a beaucoup de personnes, notamment en situation de handicap, qui font l'objet d'inégalités et de discrimination, qui ne font pas appel aux défenseurs des droits. Et c'est ce qu'on constate de façon beaucoup plus générale s'agissant des victimes de discrimination. Les personnes engagent rarement des démarches. Et à cet égard, on avait réalisé une grosse étude il y a quelques années de ça, au cours de laquelle on avait interrogé les personnes qui estimaient avoir été victimes de discrimination au cours de leur vie et au cours des 5 dernières années. Et on leur avait demandé, à celles qui avaient estimé avoir été victimes de discrimination, les raisons pour lesquelles elles n'entamaient pas de démarche et les raisons pour lesquelles elles ne faisaient pas valoir leurs droits. Et parmi les principales raisons qui étaient évoquées, c'était l'inutilité d'un éventuel recours. Les personnes ne voyaient pas trop l'intérêt de s'engager dans des démarches. L'autre raison, c'était aussi la peur des conséquences négatives qui était particulièrement euh, euh, évoquée par les victimes de discrimination. La peur de perdre son emploi si on fait état de discrimination. Et aussi les manques de preuves. Donc, ça renvoie justement à ce que disait Hélène juste avant, sur le fait il y a beaucoup de discriminations qui aujourd'hui ne disent pas leur nom, qui sont insidieuses et qui, pour les victimes, sont très, très difficiles à démontrer. Et enfin, la dernière raison qui est également évoquée par les victimes est la méconnaissance des voies de recours et des acteurs susceptibles de les accompagner. Alors, je ferme cette petite parenthèse et j'en reviens à l'action du défenseur des droits, ou plus particulièrement à la place qu'occupe la défense des personnes malades et en situation de handicap. Il faut savoir que le défenseur des droits a également été chargé de veiller à la bonne application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, convention internationale qui a été ratifiée et qui est entrée en vigueur il y a maintenant 10 ans, en 2010. Et en ratifiant cette convention, l'État, dont la France, s'est engagé à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées, sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. Et l'État français s'est engagé à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés. Je vais m'arrêter un petit instant sur cette notion d'aménagement raisonnable qui n'a pas été abordée par Hélène, et c'est très bien comme ça me permet de ne pas être redondant, mais au contraire de nous compléter mutuellement. La Convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap définit en fait l'aménagement raisonnable comme des modifications, mais également des ajustements qui sont nécessaires et appropriés, sans pour autant qu'ils n'imposent une charge disproportionnée ou indue. Et ces aménagements, en fait, et ces ajustements, ils sont nécessaires pour apporter aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice de tous les droits et de toutes ces fameuses libertés fondamentales. Et en quelque sorte, ce principe d'aménagement raisonnable, il est aujourd'hui présenté comme un élément consubstantiel au principe de non-discrimination, puisque cette notion d'aménagement raisonnable repose sur l'idée que pour lutter efficacement contre les discriminations, cela implique non seulement de traiter de manière identique des personnes qui sont placées dans des situations comparables, mais également, dans un but d'atteindre une égalité réelle, de traiter différemment des personnes qui sont placées dans des situations différentes en mettant en œuvre ces fameuses mesures nécessaires et appropriées. Pour le dire encore plus simplement, traiter une personne en situation de handicap de manière identique à une personne qui n'est pas en situation de handicap, sans tenir compte de ses besoins spécifiques, aboutit de facto à un traitement moins favorable et à une discrimination, puisqu'elle va être privée de la jouissance pleine et entière d'un droit ou de plusieurs droits. Aussi, j'insiste sur le fait que contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, mais qui sont les mêmes qui peuvent s'ériger contre, par exemple, la parité, des personnes peuvent penser que le concept d'aménagement raisonnable, qui est une sorte d'action positive en faveur des personnes en situation de handicap, constitue une exception justement à ce principe. Et nous pensons au contraire aux défenseurs
défenseurs de droit, et c'est aussi le point de vue juridique, que cela n'est pas une exception au principe d'égalité, mais au contraire, ce principe d'aménagement raisonnable vise à garantir l'effectivité de l'égalité entre toutes les personnes, et notamment à l'égard des personnes en situation de handicap. Voilà pour cette petite introduction. S'agissant des droits, il faut savoir que c'est une institution publique, mais qui a un caractère un peu singulier puisque elle est indépendante complètement du gouvernement. Et elle a été créée en 2011, comme l'a dit Hélène, pour remplacer d'anciennes autorités qui étaient chacune chargées de veiller au respect des droits et libertés dans des domaines de compétences assez précis, certains diront restreints. Auparavant, il existait le médiateur de la République, il existait la défenseur des enfants, il existait encore la HAL, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, ou encore la CNDS, la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Et en fait, pour simplifier un peu le paysage administratif, le législateur a décidé de fusionner toutes ces institutions publiques en une sorte de supra-institution, une sorte de Superman ou de Superwoman de la défense des droits, qui est le défenseur des droits et désormais la défenseur des droits. Donc, cette institution créée en 2011, elle a pour objet la défense des droits et libertés, et plus particulièrement dans des domaines de compétences qui sont les suivants: la défense des droits des usagers des services publics, la défense et la promotion des droits de l'enfant, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, et enfin, on est en charge de veiller au respect de la déontologie des forces de l'ordre. Alors concrètement, toute personne qui estime que ces droits ne sont pas respectés, et notamment par exemple des personnes en situation de handicap, peuvent saisir directement et gratuitement le défenseur des droits. Là, il y a plusieurs moyens de saisir l'institution. Ça peut se faire par Internet, via le site, il y a un formulaire en ligne. Ça peut se faire par voie postale, même si aujourd'hui on a de moins en moins recours au courrier postal. Et ça peut aussi se faire, et c'est la porte d'entrée privilégiée de l'institution, par l'intermédiaire de délégués du défenseur des droits. Puisqu'il faut savoir que le défenseur des droits est organisé de la façon suivante: il y a plus de 200 personnes, notamment des juristes, qui travaillent au siège et qui sont chargés d'instruire justement les dossiers. Et il y a également un vaste réseau de délégués du défenseur des droits qui, eux, ne sont pas des juristes professionnels, mais qui sont des bénévoles qui tiennent des permanences dans différentes structures. Il y a aujourd'hui en France plus de 500 délégués du défenseur des droits qui tiennent des permanences dans plus de 830 lieux d'accueil. Dans ces lieux d'accueil, on retrouve notamment des centres communaux d'action sociale, des centres d'animation, des centres socioculturels, mais aussi des maisons de justice et du droit, des points d'action au droit. On est aussi présent dans certaines préfectures ou sous-préfectures, ou encore dans les établissements pénitentiaires. Et en Dordogne, il y a 3 délégués du défenseur des droits qui sont présents. L'un tient des permanences à la cité administrative de Périgueux, le second à la sous-préfecture de Bergerac, et le troisième à la mairie de Thonon. Donc, on a une forte présence, un fort ancrage sur l'ensemble du territoire. Alors, une fois que le défenseur des droits est saisi pour une situation d'atteinte à un droit, qu'est-ce que nous faisons? Et quel est l'intérêt aussi en fait de saisir le défenseur des droits plutôt que de se tourner vers, je ne sais pas, une assistante de service social ou encore une association? La spécificité de notre institution est que le défenseur des droits dispose de ce que nous on appelle en fait des pouvoirs d'investigation, qui vont s'apparenter un peu à des pouvoirs d'enquête qu'a la police. À ce titre, on peut notamment demander des explications aux mises en cause. On peut aussi demander communication d'un certain nombre de documents, des pièces, et on peut aussi procéder, convoquer des personnes pour des auditions, ou encore procéder à des contrôles sur place. Et ces deux façons de faire, donc les auditions et les contrôles sur place, donnent lieu à la rédaction de procès-verbaux, puisqu'il faut savoir que les agents du défenseur des droits sont des agents assermentés par le procureur de la République. Et donc, ces procès-verbaux-là pourront être versés dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et un élément particulièrement important, c'est que le défenseur des droits, le secret
de certains documents ne peut pas faire obstacle à la communication des documents aux défenseurs de droit. De la même façon, le fait de ne pas déférer aux convocations du défenseur de droit, le fait de ne pas lui communiquer les documents qu'il réclame, ou tout simplement en fait de l'empêcher d'exercer à bien sa mission, il faut savoir que ça constitue un délit d'entrave qui aujourd'hui est puni de 15 000 euros d'amende et d'une peine d'un an d'emprisonnement. Dans les faits, pour être totalement franc, on n'a jamais personne ne s'est encore vu condamné pour ce fameux délit d'entrave parce que les personnes, et notamment les mises en cause, coopèrent avec nous lorsque nous les contactons. Et à l'issue en fait de cette enquête, lorsque on est en mesure en fait de caractériser une atteinte à un droit ou encore une discrimination, plusieurs modalités d'action s'offrent à nous. Ces modalités d'action, elles dépendent surtout de ce que souhaite la personne. Je vous disais dans mon introduction que beaucoup de nos saisines donnent lieu à de la médiation et se soldent en fait par des règlements amiables parce qu'en fait, c'est ce que souhaitent les personnes. Beaucoup de personnes, enfin, rares sont les personnes au final qui veulent s'engager dans des actions en justice qui vont être des actions qui vont être longues, qui vont être coûteuses d'un point de vue financier et qui vont être coûteuses aussi d'un point de vue psychologique parce que éprouvantes moralement. Donc, à bien des égards, les personnes préfèrent qu'on règle la situation au niveau local par le biais de la médiation, de façon à trouver des solutions rapides en fait et pragmatiques aux problèmes qui sont présentés. Alors, sur la thématique qui nous intéresse, qui est celle la santé mentale et du handicap, le défenseur des droits peut être saisi de plein de situations différentes. Peut-être je vais les organiser en sorte de deux parties. Le premier gros volet pour lequel en fait on est saisi, c'est pour toutes les démarches qui sont directement liées à un handicap et notamment pour les relations en fait avec les maisons départementales des personnes handicapées, donc les MDPH. Et là, on va être saisi par des personnes concernant les délais de traitement des MDPH qui, dans certains départements, alors je ne sais pas précisément comment ça se passe en Dordogne, mais peut-être que vous pourrez me le dire, sont parfois extrêmement longs, voire déraisonnablement longs, et portent atteinte du coup aux droits des personnes en situation de handicap. C'est aussi des absences des réponses ou des décisions qui ne sont pas motivées, ou encore des disparités qui sont observées selon les MDPH, notamment lorsque les personnes déménagent et qui ne comprennent pas comment leur taux d'incapacité, par exemple, peut être révisé, alors même que leur situation à elles n'a pas évolué. Mais au gré d'un déménagement, la MDPH dans laquelle les personnes sont désormais implantées dans le département va réviser ce taux-là. Les personnes ne vont pas forcément comprendre. Donc voilà, c'est les thématiques sur lesquelles on peut être saisi. Et aussi, on est pas mal saisi sur les conditions d'attribution et de versement des prestations spécifiques, donc que ce soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation aux adultes handicapés, donc la AH ou encore la PCH, les pensions d'invalidité, etc. Donc là, on est saisi de la même façon sur des problématiques de refus, de retard ou encore d'indus qui sont notifiés aux personnes. Et l'autre gros volet sur lequel on est saisi, en fait, c'est sur des entraves aux droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Donc là, c'est pour le coup, c'est très très large, c'est tous les droits fondamentaux qui sont reconnus à tout un chacun. Donc le droit à l'éducation. Là, par exemple, à chaque rentrée scolaire, on est énormément saisi de refus de scolarisation opposés à des enfants en situation de handicap, ou alors on est saisi lorsque les conditions de scolarisation ne sont pas adaptées aux particularités de l'enfant ou de son handicap. Et on a aussi pas mal été saisi, un peu moins maintenant, mais on l'est encore de façon je veux dire, un peu plus minoritaire, de refus d'accès à la cantine ou aux activités périscolaires. Et on est aussi pas mal saisi, là, pour le coup, de refus d'aménagement des examens ou des concours. Euh, Toujours dans les droits fondamentaux et les entraves à ces droits, on est beaucoup saisi, et c'est ce que dit Hélène en matière de discrimination. Le premier domaine dont les victimes se saisissent, c'est celui de l'emploi.
Et à cet égard, beaucoup de personnes nous saisissent parce qu'elles ont fait l'objet de refus d'embauche ou de refus d'aménagement de leur poste de travail et des conditions de travail qui ne leur permettent pas de travailler dans dans de bonnes conditions. Et également, autre droit fondamental, celui du logement. Là, parmi les saisines qui nous sont adressées, ça va être des refus de location ou de caution discriminatoire, des refus de prise en compte des prestations telles que l'AAH, justement, dans les revenus pour la location dans le parc privé. Il y a certains propriétaires qui disent: ah ben non, non, bah, vous, vos revenus proviennent en grande partie de l'AAH. Moi, j'estime que ce n'est pas une source de revenus stable. Moi, je demande des garanties, donc que des personnes aient 3 fois le montant du loyer et, soit en CDI. Donc, pour le coup, bah, ça exclut de fait les personnes bénéficiaires de certaines prestations. Donc, on est pas mal saisi sur ces questions-là et aussi sur l'absence de prise en compte du caractère prioritaire des personnes en situation de handicap en matière d'attribution de logement social ou encore des refus d'aménagement, que ce soit des parties communes ou de l'appartement, donc sur les normes d'accessibilité. Voilà, ça c'est un peu le gros en matière d'emploi. Et on est pas mal saisi aussi sur des questions de loisirs, alors dans une bien moindre mesure, hein. Vraiment, les 3 principaux domaines, c'est vraiment l'emploi, le logement et l'éducation, mais c'est quelque chose pour lequel on est de plus en plus saisi. Du coup, je suis ravi que dans la table ronde qui va suivre, on va pouvoir parler aussi d'accès à la culture. Et là, ça va être des refus discriminatoires en matière d'activités de loisirs. J'ai notamment en tête une situation d'un jeune trisomique, je crois qu'il avait une vingtaine d'années, qui travaillait, qui était en situation d'emploi, et l'employeur avait organisé une sortie, ça se fait de plus en plus, vous savez, des sorties on appelle ça de cohésion sociale à l'occasion des séminaires. Bon, voilà. L'idée, c'est d'amener l'équipe à l'extérieur pour réfléchir et il y a aussi des activités qui sont proposées. Et là, l'activité qui était proposée, c'était une activité d'acrobranche. Vous savez, les parcours où on saute d'arbre en arbre, où on passe sur des passerelles, etc. Et en fait, lorsque le jeune s'est présenté avec ses collègues à ce parc d'acrobranche, en fait, il s'est vu refuser l'accès dès lors qu'en fait, la personne à l'accueil s'est rendu compte qu'il était trisomique. Et là, en fait, à travers cette saisine, on a bien vu que ce refus avait donc les motifs qui étaient avancés, c'était des motifs sécuritaires en disant bah non non mais nous si jamais il arrive quelque chose c'est notre responsabilité qui va être engagée, donc pour des motifs de sécurité on ne peut pas accepter que cette personne fasse le parcours d'acrobranche. Et en fait on voit que c'est un refus catégorique qui avait davantage été influencé par des considérations générales sur le handicap et aussi par la confusion handicap, incapacité qui soi-disant en découle de façon automatique et qui n'a pas vraiment eu d'évaluation in concreto de la situation. On n'a pas cherché à savoir est-ce que ce jeune, en fait, il était en mesure de faire tout le parcours de la pro-branche ou une certaine partie. Et c'est ce qui était vraiment dommage, c'est la raison pour laquelle on avait considéré à l'époque qu'il s'agissait d'un refus de discrimination. Mais voilà un peu en fait les différents thèmes sur lesquels on peut être saisi et qui, je l'espère, vont être source d'inspiration pour la Ligue de l'impro qui était en manque de situations concrètes. Et, euh, et je termine juste sur un point, peut-être aussi pour vous dire que, outre la défense comment dire, des droits des personnes malades ou en situation de handicap, le défenseur des droits a également publié ces dernières années de nombreux guides et rapports qui ont vocation en fait à informer et sensibiliser les différents acteurs pardon. Pour vous en citer quelques-uns, on a publié un rapport sur l'accès au vote des personnes handicapées, un rapport sur la protection juridique des personnes vulnérables, un rapport sur l'emploi des femmes en situation de handicap, puisqu'on s'est rendu compte que les femmes étaient les grandes oubliées en fait des, et n'étaient pas vraiment bénéficiaires du dispositif d'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap. On a aussi publié un guide Comprendre et mobiliser
la Convention internationale des droits des personnes sans handicap. Et plus récemment, pas plus tard qu'il y a quelques mois, l'été dernier, on a publié un rapport sur la mise en œuvre justement de la Convention internationale des droits des personnes handicapées 10 ans après son adoption. Donc le défenseur des droits, en tant que mécanisme indépendant, est venu donner son point de vue sur la mise en œuvre, ou plutôt parfois la non-mise en œuvre de la Convention internationale par les autorités françaises et par le gouvernement. Donc je vous invite vivement à lire ce rapport qui vient d'être publié il y a quelques mois, qui est d'actualité et qui balaie tous les domaines et tous les droits fondamentaux, que ce soit l'emploi, le logement, la culture, etc., et qui dresse un état des lieux justement de ces droits-là. Voilà, j'ai été un peu vite pour donner à voir un peu ce que c'est le défenseur des droits, ce sur quoi on peut être saisi. Peut-être avant de passer à la table ronde et de donner la parole aux trois intervenants, je vais me tourner une deuxième fois vers la Ligue de l'impro qui, je suis persuadé, aura plein d'idées. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est parti. C'est bon, Eric? Oui. Oui, alors nous, ce qu'on va faire là maintenant avec la Ligue d'impro, c'est justement je pense, de mettre en lumière ce rôle de défenseur de droit et pour que vous ayez le maximum de travail dans l'avenir. Donc, voilà, maintenant, le défenseur des droits par la Ligue d'improvisation de Dordogne. C'est parti. 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Vous l'attendiez, vous le cherchiez. Parfois, vous ne savez pas qu'il est là, mais le voici. Voici SDDDD, le super défenseur des droits. Génial. Super défenseur des droits. C'est bon à savoir. Tiens, 3 jours plus tard, à la discothèque. Je peux rentrer? Je veux danser. Ah, tu rentres pas, toi. Mais T'es un peu bizarre, tu rentres pas, je te dis. Mais si, j'ai le droit de danser comme tout le monde. T'as pas de basket, tu rentres pas, je te dis. Tu sais, je vais appeler quelqu'un qui va me défendre, moi. SDDD, super défenseur des droits. Qu'y a-t-il? Elle veut pas me laisser rentrer. Comment ça? Et pour quelle raison? Pas de basket. Bon, pour cette fois, ça passe. Vous n'avez pas le droit de l'empêcher de rentrer pour le simple... C'est vrai que la prochaine fois, tu nettoies tes baskets. Oui, mais je veux danser quand même. Allez, vas-y. Tu rentres. Le super défenseur des droits est là pour te défendre. Merci, super défenseur des droits. Allô? Des droits? Ouais, j'ai un problème. On veut pas me louer une maison. Qu'y a-t-il? C'est pas possible, elle remplit pas les conditions, voyez-vous, de Parce revenus. qu'elle est blonde? Écoutez, c'est notre protocole, c'est l'agence immobilière qui exige quand même des conditions. Madame ne rentre pas dans les critères. Et ça veut dire vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de louer une maison parce qu'il est blond. D'accord, bon, ben, tenez le bail, signé. Bon, ben... Merci SDDD. Merci SDDD. SDDD. De rien, de rien. Merci. Voilà, il y avait un SDDD, un super défenseur des droits. N'hésitez pas à l'appeler pour toutes les situations dont vous auriez besoin. À tout à l'heure. Merci beaucoup, c'était super, bravo.